Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liminaire. Je suis un chanteur bien ordinaire, chantait il y a quelques années le Canadien Robert Charlebois. L'étiquette « ordinaire », je pourrais tout aussi bien l'appliquer au métier de psychanalyste que j'exerce. Souvenons-nous que Freud inventa la psychanalyse à partir d'énigmes jaillies des petits riens du quotidien. Psychopathologie de la vie quotidienne. Oubli de nom, lapsus, acte manqué, rêve émaille ces trouvailles d'un inconscient bien ordinaire qui mène la danse. Depuis quelques années, on a voulu faire de cette pratique un extraordinaire, d'où des dérives à n'en plus finir, soit sur la pente glissante d'une théorisation à outrance de plus en plus abstraite, soit en embrayant des dispositifs de plus en plus éloignés de l'esprit freudien. Les uns se noient dans la topologie, les mathématiques, voire les neurosciences. Les autres se perdent dans le rebirth, la PNL ou un ésotérisme de bazar. On voit apparaître des chimères, où l'analyse est associée à tout et n'importe quoi. Pendant ce temps-là, où les uns et les autres se déchirent comme des chiffonniers, entre des associations et écoles qui ne cessent d'éclater, le ministère a beau jeu de peaufiner les textes de contrôle qui mettraient au pas ces psychanalystes peu ordinaires. Pour ma part, j'ai pu côtoyer suffisamment différents groupes et associations de psychanalystes pour me tenir à l'écart, même si je garde des affinités avec certaines associations et certains psychanalystes en particulier. Certes, l'analyste s'autorise de soi-même et de quelques autres, énonce Jacques Lacan, mais le quelques autres en question ne saurait relever de l'entre-soi. L'adresse aux quelques autres ne fonde aucune autorisation ni garantie. La pratique de la passe inventée par Lacan pour recueillir un enseignement sur le passage du divan au fauteuil, s'est malheureusement vite muée en commission de garantie, où il s'agit de montrer patte blanche, de donner de la voix telle que le maître la reconnaisse. L'adresse aux quelques autres prend pour moi diverses formes dont on retrouvera ici la trace et les retombées. Animation de séminaires, création d'espaces de transmission notamment en direction des travailleurs sociaux, éducateurs, assistants de services sociaux, psychologues, directeurs etc. Intervention dans des établissements sociaux et médico-sociaux, conférences, publication d'articles et d'ouvrages, participation à des colloques. Chaque nouvel événement où je me risque à la transmission met ainsi en jeu une fidélité à l'événement, aux événements qui dans la cure me mirent hors de moi. C'est de ce point de décentrage radical qui fit acte que je m'autorise. Il s'agit à chaque fois de faire l'épreuve de la passe, c'est-à-dire de ce qui passe et de ce qui se passe, dans une telle adresse. La psychanalyse sort ainsi de l'enfermement poussiéreux, où la cantonnent la plupart des écoles et associations de psychanalyse. La psychanalyse prend l'air. Lacan affirmait à Milan dans les années 70 que la psychanalyse est le poumon artificiel d'une société qui étouffe sous l'industrialisation, la marchandisation, la gadgetisation de la vie sociale. C'est moi qui traduis et étends sa pensée. Il y va donc de la survie de cette pratique singulière de tremper dans le tissu social tel qu'il se présente. L'ordinaire du psychanalyste, c'est bien évidemment la conduite des cures, mais aussi l'intervention dans le champ social. Là, le psychanalyste a le devoir d'y faire entendre la petite voix de l'inconscient, de ce qui échappe. Et sûrement pas comme s'y emploient certains, de faire de la retape vers de nouveaux clients. Le psychanalyste prend sur lui le risque de forer des trous dans la compacité du monde, il décompacte. Il décharite, disait Lacan dans Télévision dans un néologisme tranchant. Il veille dans le monde, à ce que l'énigme qui fonde l'espèce dite humaine ne se referme pas. C'est un gardien, et pas si angélique que ça, du passe-tout, du manque, du vide, du rien. Un gardien de trous. Pour cela, pour soutenir cette posture, il lui revient d'assumer une certaine solitude, cette capacité à être seul, que célèbre D. Winnicott. S'il rejoint par moments les autres hommes, dans l'ordinaire de la vie, s'il fait lien, ce n'est jamais pour s'amalgamer, se confondre. Il soutient dans le monde une psychanalyse sans frontières, au sens où l'on ne saurait en enfermer la pratique et la théorie dans quelques vases clos. Il s'engage, dans des groupes de supervision par exemple, auprès de travailleurs sociaux, de médecins, de professeurs, d'instituteurs. Il fraye avec d'autres chercheurs, philosophes, anthropologues, sociologues. Il se laisse toucher par les artisans de l'art, poètes, peintres, sculpteurs, cinéastes. L'ouvrage qui suit témoigne de ces ouvertures multiples et pourtant gouverné en sous-main par un souci unique, celui de transmettre une psychanalyse ordinaire vivante. Le psychanalyste se fait la malle.
Sert de l'inconscient dont il se fait le héros d'armes, il échappe. Il échappe tout en se maintenant dans la présence à soi-même, au monde et aux autres. Il dit qu'il y a de l'ailleurs, une autre scène, et que la psychanalyse ordinaire réside toujours dans cet ailleurs. Il prolonge le travail du transfert dont il a pu faire l'épreuve, à même son corps, dans sa propre cure, comme le précise Freud, par un transfert de travail et non par un transfert enchaîné à un groupe, une école, voire une église ou un parti. Il ne s'embarrasse ni d'un dogme, ni d'une idéologie, ni de mots d'ordre. Tels les soldats du désert des Tartares que campe Dino Buzzati, il tient la position. Tenir la position exige de sortir de l'imposture pour incarner une posture, celle d'un psychanalyste bien ordinaire. Montpellier le 25 février 2016. Psychanalyse, avis de turbulence. Récemment, j'ai fréquenté assidûment les congrès de dentistes. Le dernier en question portait comme énoncé cette question fondamentale: le dentiste a-t-il un sexe? Je me suis rendu compte, non sans surprise, que chaque congrès réunissait des membres de même obédience. N'étant moi-même attaché à aucune, je n'ai pu qu'éprouver l'étrangeté de ma position. Mais cela m'a permis quelques observations précieuses. Il y a plusieurs obédiences, on s'y perd, donc plusieurs congrès, dont certains se tiennent en même temps pour faire concurrent. On ne fréquente que le congrès, et les membres de sa propre obédience. C'est important. Si quelques dentistes venaient à s'égarer dans le congrès d'une autre obédience, comme je l'ai pu faire, quoique non alignés, ils seraient perdus et se feraient repérer rapidement, puisqu'il existe pour chaque obédience une langue particulière, dont on s'imbibe en ne lisant que les articles et les ouvrages des collègues de la même confrérie. Chaque obédience dentistique a développé tout un réseau de revues à l'usage de ses membres. Vu la prolifération, ils ne risquent pas de s'éparpiller ailleurs, ne serait-ce que parce qu'ils ne disposent pas d'assez de temps pour consulter d'autres sources, ils sont tenus. Dans chaque obédience on se reconnaît entre soi, à partir de signes distinctifs très codés. Ça va du slogan, par exemple le bien connu « La dentisterie est structurée comme un langage », à un signe vestimentaire ou comportemental d'appartenance, fumer un cigare tordu par exemple. On se nomme à des grades hiérarchiques entre soi, à condition de produire un témoignage, genre témoignage chrétien, de soumission au chef, occasion pour les impétrants de mettre en avant leur bonne assimilation de la langue commune. Évidemment, on ignore royalement les autres confréries d'autres obédiences, quand carrément on ne les insulte pas ou quand on ne crache pas dessus. Récemment, devant le constat de cet état de fait déplorable, certains se sont regroupés en interassociatifs pour se donner de l'air. Mais très rapidement, ça s'est refermé en intra et l'air a moisi. On a assisté à la naissance d'une nouvelle obédience avec son congrès, sa langue, de boa, ses publications, ses membres, ses gradés, ses chefferies, etc. Le ministère un peu affolé devant le désordre a émis une proposition de loi visant à contrôler s'il n'y avait pas des charlatans dans la corporation, les usagers n'y retrouvant pas leurs petits. Par souci de santé publique, les diverses associations ont été consultées officiellement mais en fait pour mettre tout le monde au pas. Et là une deux fois de plus, ou peut-être il s'agissait de faire front commun, d'affirmer haut et fort les valeurs communes d'une profession honorable. Au-delà des divergences de vues, chaque obédience s'est avancée en ordre dispersé. Les uns ont applaudi des deux mains à la proposition du ministre de déposer en préfecture des listes d'intervenants patentés. D'autres ont reculé dans un silence méprisant. D'autres encore pour faire nombre dans les manifs qu'ils ont menés afin d'alerter l'opinion publique, ont fait bloc de revendications en s'associant avec les plombiers zingueurs. Ça n'a rien à voir, mais ça fait du chiffre, 500 selon les manifestants, 50 selon la police. Devant la baisse de fréquentation de la clientèle à Paris et en province, des petits malins appartenant à l'obédience anti-obédience ont ouvert des consultations gratuites, sur le mode bien connu de deux mains on rase gratis. Évidemment des personnes parmi les plus pauvres dans la panade, hérésaïstes, chômeurs, zonards, voyant là une ouverture pour se faire soigner, s'y sont précipités tête baissée. Vous me direz, ils auraient mieux fait de la relever et d'y regarder à deux fois. Arrivés au lieu de consultation, ils en ont été pour leurs frais. Il s'agit juste de garde-triage, où opèrent des rabatteurs chargés d'orienter le client vers des confrères de la même obédience, qui eux annoncent le prix sonnant et trébuchant. Certains pour se donner du poids se sont constitués en association mondiale. Le problème c'est que chaque obédience a déclaré la sienne.
On a alors assisté à la mondialisation de cette belle science inventée par un petit médecin juif, de la fin du XXe. Invention géniale fondée sur la rupture épistémologique avec la dentisterie de l'ancien temps, à savoir qu'en matière de dents, il ne fallait pas se fier aux apparences, précisait l'inventeur. Il existe une dimension cachée, voire même inconsciente, avec laquelle opère le praticien. Hey. Je m'aperçois que j'ai fait une grave erreur. Il ne faut pas lire dentiste, c'est sans doute un lapsus qui m'a échappé, mais psychanalyste. D'aucuns interpréteront sauvagement que j'ai une dent contre, ou que, étant moi-même du métier, je ne peux que regretter cet éclatement qui non seulement semble ridicule et aux antipodes de la science freudienne, mais qui nuit gravement à son avancée. Du coup, les arracheurs de dents du comportementalisme ont la part belle. Dites-nous votre bobo, on vous l'arrache en 3 coups de cuillère à peau. Là, pas de dispersion, c'est radical, la pensée unique, ou mieux pas de pensée du tout, de l'action, encore de l'action, toujours de l'action. Ce qui est opérant dans la cure. Évidemment, une tentative telle que celle qui se présente ici, à savoir 4 psychanalystes d'obédience différentes, alors que pas mal de leurs collègues sont trop souvent jusque-là tankés dans leur quant à soi, qui sortent de leur boutique pour aller à la rencontre des autres et présenter leur ordinaire de psychanalyste, n'a pu que m'intéresser. Nous avons trop chèrement payé jusque-là nos dissensions, nos divisions imaginaires, nos tirages dans les pattes. Ce qui a peut-être rendu la chose possible, c'est que cela se passe en Belgique. Il est vrai, comme me le disait une amie récemment, que là-bas, la haine a été délocalisée sur d'autres objets. 4 psychanalystes donc sortent de leur cabinet et de leur école ou association respective, et se risquent en terrain découvert pour parler de ce qu'ils fabriquent et des présupposés qui les guident. Ça a du bon, et on se doit de saluer la tentative. Elle se situe bien dans le droit fil de ce que Freud nous recommandait dans Die Frage der Lernanalyse. À savoir que pour connaître les particularités de la cure analytique, nous ne pouvons inviter quiconque qui veut en savoir quelque chose à assister à une séance, ça c'est exclu. Il n'y a pas d'observation possible de la cure. La situation analytique, précise-t-il, n'admet pas de tiers. Il faudra donc, bon gré, mal gré, se contenter de nos dires que nous rendrons les plus dignes de confiance possible. Évidemment, je souligne ce dire, les plus dignes de confiance possible. Autrement dit, pour savoir ce que fabrique chacun dans le cadre de la cure, nous ne pouvons nous en remettre qu'au dire de chacun. Ce qui déplace la question, on ne parle jamais que de soi, donc à partir de soi. Notons au passage que c'est vrai pour l'analyste, comme pour l'analysant. Le dire dépasse le dit, au sens où il pousse en avant l'énonciation du sujet. Il se présente comme une fiction et en tant que telle a valeur de vérité. La vérité a structure de fiction. Il s'agit donc de se parler et de se raconter des histoires, si l'on veut en savoir un bout. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Nous confie Lacan dans l'étourdi. Voilà ce que ces 4-là ont mis en œuvre. Or dans la tentative des 4 auteurs que nous rencontrons aujourd'hui, je dis auteurs car ils sont passés pour en dire un bout de ce qu'ils fabriquent dans la cure par un texte, il y a de mon point de vue un grain de sable. Et ce grain de sable est venu nuancer mon enthousiasme premier pour une entreprise tout à fait louable par ailleurs. Ce grain de sable m'a sauté aux yeux dans la 4e de couverture de l'ouvrage. Si l'on fait un peu attention, l'on s'aperçoit que chaque auteur y est représenté par le nom de l'école ou association à laquelle il appartient. Quant aux autres intervenants de la journée, dont j'ai fait partie, sur la plaquette de présentation, ils ont été représentés par le nom de la ville qu'ils habitent. Ceci devait nous mettre la puce à l'oreille. En effet, dans ces processus de nomination, un signifiant brillait par son absence, et justement celui qui nous réunissait. Lequel ? Cherchez bien. Aucun d'entre nous ne fut représenté par le signifiant psychanalyste. Si chacun dans cet ouvrage s'exprime de façon assez ouverte, avec un certain allant, cependant ce n'est pas uniquement en son propre nom, ni sous le chef de la profession qu'il exerce. Ce qui vient en premier, ce qui est mis en avant, c'est son appartenance. Il me semble que c'est là que le bât blesse. Je m'explique. On voit dans ces textes poindre en sous-main l'ombre portée de l'association, de l'école, du groupe auquel chacun appartient. Je pense que cette ombre fait écran à un dire digne de confiance, qui ne trouve ses racines que dans l'éthique du bien dire, confondu parfois, on le voit ici avec dire bien,
dire pour faire plaisir à l'association, dire pour être conforme au dogme, dire pour faire bien, etc. Or il n'est d'éthique que du bien dire, soit précise Lacan dans Télévision, du devoir de bien dire ou de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. Cela participe d'un gai SCC d'y avoir, lequel est lui une vertu et s'oppose en tant que tel à la tristesse que Lacan qualifie de lâcheté morale. Je regrette que chacun ne soit pas allé assez loin dans une certaine forme de liberté, cette atroce liberté, que célèbre le poète surréaliste René Crevel. Mais encore faut-il en assumer une certaine perte pour oser l'affronter. Perte du confort d'une école qui se transforme trop souvent en colle, on y adhère à tout va, perte de points de repère un peu trop pétrifiés, perte de maître à penser et à danser. Il faut y aller, pour oser cette liberté d'un saut dans le vide, ce qui constitue le fond de toute l'expérience analytique. Cette perte assumée permet de gagner un élément nouveau, à savoir la liberté. L'analyse n'offre pas, n'est pas le chemin ou la voie d'un bonheur imaginaire. Elle peut être accès à la liberté du sujet. C'est peut-être là ce que j'appellerais l'équation réduite de la psychanalyse. Le renoncement au sens est accès à la liberté. Si les analystes ne témoignent pas en acte de cette liberté, ils en stérilisent les effets de transmission. Que Lacan en 1972, à l'Université catholique de Louvain, ait pu dire dans une interview qu'il ne parlait jamais de liberté, constitue justement, au pied de la lettre, une aporie. La liberté est justement ce dont on ne peut parler, qui échappe au sens et au sens, qui les troue. Liberté sous contrainte donc. J'ai peur, écrit Beckett dans son roman L'Innommable, de ce que les mots vont faire de moi. C'est pourquoi il ne s'agit pas de rayer de la carte les mots qui nous encombrent ou nous dérangent. Le dogmatisme est toujours construit sur de telles exclusions, mais au contraire de les faire travailler. Qu'est-ce que le mot liberté va faire de nous ? Au-delà de ce clivage entre écoles diverses, s'ouvre finalement le fossé entretenu depuis des lustres entre freudien et lacanien. Ce clivage imaginaire se présente de fait comme un point de recouvrement de la castration, au sens où la division est placée au mauvais endroit. La division n'est pas à situer entre Freud et Lacan, ni entre les écoles qui s'en réclament, mais au sein de chaque sujet en position d'analyste ou d'analysant. En cela, aucun n'échappe à ce qui fait la marque de l'humaine condition. Il s'agit donc d'assumer la continuité de Freud à Lacan, tout en soutenant pour chacun les points de rupture. Le clivage est imaginaire, la séparation symbolique. La rupture introduit un point de réel, à savoir l'impossible pour chaque sujet de coller à son discours. Parler nous divise. Entre le signifiant qui le représente, et le sujet qui n'apparaît jamais que représenté, ça ne colle pas. Entre S1 et S2, ancrage élémentaire de la chaîne signifiante, ça ne colle pas non plus. S'ouvre là une béance, un hiatus irrationalis au sein du sujet lui-même, comme au cœur de la parole et du langage. Un peu comme dans la bande de Möbius. S'il y a bien une continuité sur la bande unilatère, tout point de la bande se divise en un endroit et un envers. Ce constat étant fait, on peut envisager d'impulser un mouvement au-delà du principe de plaisir qu'entretient le clivage imaginaire freudien-lacanien, pour soutenir chacun dans la rupture qu'il introduit dès qu'il parle en son propre nom. Au-delà du principe de plaisir, ce qui constitue l'au-delà freudien comme non religieux, il y a en effet à se coltiner pour chacun la pulsion de mort, c'est-à-dire à apprendre à faire avec la jouissance et ses conséquences, fantasmes, symptômes, etc. Il ne s'agit pas de combattre les mouvements psychanalytiques divers, qui ont leur fonction dans la transmission de la psychanalyse, mais d'ouvrir un point d'échappée. La psychanalyse, son effectivité, son opérationnalité en dépendent, et toujours ailleurs. La fonction d'analyste relève bien de gardien de cet ailleurs, de cette autre scène, comme l'énonce Freud. Bien entendu, c'est au point de rencontre entre sujet et institution que s'invente le symptôme pour marquer le territoire pour chacun de cet ailleurs. Or le clivage imaginaire freudien-lacanien a offert tout cuit du symptôme prêt-à-porter, sans que le sujet ait trop à s'en préoccuper, obsessionnel du côté des freudiens, paranoïaque du côté des lacaniens, on peut évidemment affiner et nuancer. D'aucuns s'y sont engouffrés à bouche que veux-tu. C'est faire l'économie de ce passage à opérer pour chaque sujet du symptôme au symptôme, c'est-à-dire d'inventer son propre point de dépassement, sa propre échappée belle. C'est de ce lieu non-lieu, de ce lieu qui n'a pas eu lieu, de cette atopie que présente l'inconscient, qu'un sujet peut se soutenir parmi d'autres.
Et en ce qui concerne la cure, l'analyste en venant épouser les contours de cette atopie, en se faisant le partenaire du symptôme, se prête à cette opération, non pas en position de sujet ou d'être. Le fameux être analyste, mais en place de semblant d'objet c'est-à-dire en perpétuel devenir. Or cette position de destitution de l'analyste au sein de la cure n'est soutenable que si dans sa vie mondaine, il peut se soutenir comme sujet, et non comme objet de collage, d'adhésion. Cela se présente donc comme un paradoxe. La position de semblant d'objet dans la cure n'est soutenable que d'une position de sujet ailleurs, que ce soit dans une école d'analyste ou dans la vie courante. Ceci se joue particulièrement lorsqu'un analyste, dans l'après-coup de son acte, prend acte de ce qu'il a agi, pour rendre compte de ce qui est opérant dans la cure. Il y va ainsi d'un certain bricolage, coupure-lien, pour le dire à la manière de Daniel Siboni. 6. La pratique de la cure relève d'un exercice marqué d'une profonde solitude et elle met en œuvre dans le savoir un trou, une énigme, voire une épine dans le pied qu'on ne saurait réduire par un prêt à penser. On peut comprendre que les analystes se regroupent pour ne pas être seuls, à être seuls. Encore s'agirait-il, comme nous l'enseigne Winnicott, de jouer de la capacité à être seul, parmi les autres. L'école ou l'association représente un havre de paix dans la tourmente, ou une académie au sens de Platon. Maintenant le risque est gros que les analystes s'agglutinent ensemble, au prix de ne plus assumer chacun la charge de cette liberté. Freud nous a enseigné, dans Psychologie collective et analyse du moi, à quel point les regroupements humains s'opèrent à partir certes d'une aliénation au même idéal, incarné par un chef ou une chefferie, mais surtout qu'ils se construisent à partir de la haine d'autrui rejetée à l'extérieur. Ce qui soude un groupe finalement, c'est la haine. D'où les productions dramatiques aujourd'hui de communautarisme en tout genre, de retour des tribus, pour emprunter une expression à Michel Maffezoli, dont les groupes analytiques pâtissent comme les autres. Rien ne saurait réduire ce point de solitude et d'énigme dont se soutient un analyste dans la cure. Le regroupement d'analystes a juste pour fonction de permettre à chacun d'en assurer la charge et d'en formaliser, chacun selon son style, les coordonnées. Ce point d'énigme que chaque analyste a eu à traverser dans sa propre cure fonde sa pratique, au sens où Lacan nous avertit qu'il y opère en place de semblants d'objets. Cela ne le décharge en rien de l'objet cause du désir comme le désigne Lacan au contraire. Et c'est bien de cela qu'il s'agit de rendre compte, non seulement devant ses pairs, mais aussi face à un public plus large et passablement déboussolé aujourd'hui quant au sens de la pratique analytique. On peut penser que c'est ce que visait au fond la tentative de conversation et de publication des 4 auteurs. Ce que nous apprend justement la psychanalyse, c'est à parler en son nom propre, à la première personne comme le disait Serge Leclerc. Je proposerai de réfléchir sur les entours de la cure qui ne peut s'exercer que du lieu de l'assomption de cette profonde solitude, là où chacun est confronté à la perte, au manque et à cette capacité à être seul, comme le dit Winnicott. Au congrès de Nuremberg de 1910 qui vit la naissance de l'Association internationale de psychanalyse, IPA, tout en soutenant l'idée d'une telle association, Ferenczi met en garde contre la pathologie des associations qui produit la mégalomanie, la vanité, le respect des formules creuses, l'obéissance aveugle et l'intérêt personnel. Quel visionnaire! On y est jusqu'au cou. Donc dès le départ le ver était dans le fruit. En même temps on ne peut pas agir ni penser tout seul dans son coin. Comment inventer alors des formes collectives souples, efficaces, où l'on peut changer de contenant tout en préservant la transmission du contenu? Comment se parler de ce qu'on fabrique sans se planquer dans une appartenance associative? Comment accepter que dans la pratique analytique, il n'y ait pas de sens unique? Comment, si ce n'est en renvoyant chacun à parler en son nom propre, tout en frayant sa marche dans les signifiants communs? C'est tout le paradoxe du discours analytique, que de disposer de concepts partagés qui en balisent le terrain tout en invitant chacun à y tracer sa route selon son style, à sa façon. Freud nous en avait d'ailleurs donné la direction en affirmant que, pour ce qui est de la technique analytique, le dispositif qu'il avait inventé était le seul qui lui convienne personnellement. Par contre, il reconnaissait qu'un autre praticien, d'un tempérament tout à fait différent du sien, peut être amené à adopter à l'égard du patient et de la tâche à réaliser, une attitude différente. Autrement dit, Freud a inventé une façon de faire qui lui allait bien. À chacun,
en tenant le cap de la tâche à réaliser, de faire le dispositif à sa main. Comme un artisan fait ses outils à sa main. Le maniement du cadre relève d'un certain tour de main et non de l'application de recettes, qui se réduisent le plus souvent à des singeries. C'est un peu ce à quoi Jacques Lacan nous a aussi invités dans son slogan célèbre « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Nos maîtres nous ont enseigné la liberté, mais de cette liberté trop souvent nous n'en voulons pas, nous préférons nous enchaîner. Servitude volontaire, prévient la Boétie. Trop de praticiens se présentent comme des clones singeant la pratique d'un autre, ou tout au moins engluant la pratique dans un discours sans surprise, convenu pour tout dire une langue de bois. J'ai regretté que dans la tentative des 4 auteurs cela transpire à ce point. Cela m'a choqué. Le style adopté entre trop souvent en contradiction avec le fond visé. Ceci est une voie sans issue, un résidu transférentiel qui vient empoisonner la pratique. Là où Lacan nous invite, à la fin de la cure, à passer du travail du transfert au transfert de travail, trop nombreux sont ceux qui en ont inféré un transfert à l'école ou à l'association. La fascination pour un discours prêt à penser vient se mettre en travers d'un art qui, Freud nous le recommandait, ne tire sa puissance effective que d'une remise à zéro dans chaque cure engagée. C'est comme au poker, pour voir, il s'agit de lâcher le tapis, de miser le tout pour le tout. Chaque cure exige de nous de réinventer le discours qui la soutient. C'est un peu comme pour chercher le duende dont parle Lorca dans sa conférence de la Havane de 1930, Jeu et théorie du duende. Il faut sauter dans le vide et sans filet. Pour chercher le duende, il n'y a pas de carte, pas d'exercice. On sait seulement qu'il brûle le sang comme un tropique de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine inconsolable, qu'il fait que Goya, maître des gris, des tons argent et des roses de la meilleure peinture anglaise, peigne avec les genoux et les poings avec des noirs horribles de bitume. Toute autre position conduit à ce que nous avons connu de pire, la rigification des standards à l'IPA, la fétichisation des concepts et des pratiques dans les écoles lacaniennes. Je ne nie pas qu'il faut bien envisager des règles et des discours, encore faut-il que ces règles et ces discours n'entravent pas la conduite de la cure. Pourrons-nous, dans les années qui suivent, fort de tentatives telles que celle-ci, à condition de les mener un peu plus loin, continuer à produire l'invention incessante qu'exige l'ouverture au travail de l'inconscient ? C'est ce que je nous souhaite de mieux. Pour nous analystes et pour la survie de cette pratique singulière. Faute de quoi ? Et malheureusement le mouvement commence à s'amorcer, et ce n'est pas l'appel à la population de quelques-uns qui arrangera les choses, la pratique analytique sombrera corps et biens. On pourrait penser que les regroupements d'analystes est pour viser de soutenir chacun dans sa pratique, et non de faire passer une sauce préfabriquée. Car le cœur de la cure, à savoir la rencontre d'un sujet avec son inconscient, relève à chaque fois d'une énigme qui pour se déployer demande qu'on invente, analysant et analyste, un dispositif et un discours en résonance avec cette énigme. De façon telle que l'analyste, comme l'analysant, puisse en faire en acte la monstration plus que la démonstration. Qu'est-ce que l'inconscient, me direz-vous ? J'en emprunte la seule définition qui vaille, en l'adaptant à la circonstance, le lecteur en reconnaîtra le poinçon. L'inconscient, c'est le pont d'Avignon au petit matin. Bien entendu, il s'agit là de critique de ma part, mais à une nuance près. Tout d'abord, c'est que comme le dit l'adage, qui aime bien châtie bien. Le plus beau cadeau que nous puissions nous faire les uns aux autres, c'est justement de ne pas nous faire de cadeaux. Ensuite, au-delà de la critique, on peut entendre une invitation à se libérer du connu, pour apprendre comme nous le suggère Héraclite, à attendre l'inattendu, à savoir ne pas savoir. Reste à se demander comment cette rose sans pourquoi peut se transmettre. Les fruits interdits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ce qui a retenu mon attention dans le dialogue entre Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste, et André Ouérin, bibliste, dans l'ouvrage qu'ils ont publié chez Erès, c'est ce passage de la Genèse où Dieu, les Elohim plutôt dans le texte, invite l'homme à jouir de tous les fruits du jardin d'Éden, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Voici le texte. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et il le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Au début, l'homme visiblement est immortel. Il est seul et unique.
Il n'est pas sexué. C'est une abstraction. Une idée d'homme. Un prototype. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, estime Dieu. Il commence par faire défiler les animaux devant l'homme, pour voir comment il les nommera. L'homme donne des noms à tous les animaux, mais il ne trouve pas d'aide qui fût semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il lui prit une de ses côtes, à la place il referma la chair. De la côte Dieu forma une femme qui la mena à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci, cette fois est os des mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. En effet Isha, le nom du féminin en hébreu est issu de Ish. Nous avons donc à partir de là non plus l'homme, mais un homme et une femme. Les voici divisés, sexués, donc mortels. Autrement dit frappés d'une perte de jouissance irrémédiable. Évidemment, ceux qui suivent va mettre en scène une tentative de recoller les morceaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.